Faut-il séparer l'homme ou la femme de l'œuvre qu'il ou elle produit ? Jusqu'où un objet littéraire peut-il être reçu, lu, interprété, indépendamment des opinions, des actes et de la vie de la personne qui l'a créé ? Et en va-t-il de même pour la littérature et n'importe quel objet fabriqué par l'homme ? Pour Louis-Ferdinand Céline, qui n'en a pas fini de diviser sur ce sujet, la réponse est sans surprise oui. L'homme, qu'il s'agisse d'un roman ou d'un micro, l'homme derrière l'œuvre, on s'en fiche. Nous sommes à l'époque de la publicité. Alors, c'est l'horreur du monde moderne qui fait de publicité. Donc, je serais partisan de la modestie, à savoir que ce qui compte, c'est l'objet. Ce qui compte, vous avez un appareil devant vous, là, j'espère qu'il est magnifique, mais après tout, le bonhomme qui l'a fait, il devait avoir des ennuis, il était peut-être cocu, il était peut-être pédéraste, il était peut-être blondinet, peut-être qu'il était androgyne, peut-être qu'il avait mal à la gorge, j'en sais rien. Mais son appareil marche, la preuve, n'est-ce pas ? C'est l'appareil qui m'intéresse. Moi, le bonhomme qui l'a fait m'intéresse pas. Les vies romancées, ça m'embête. Bonjour Denis Salas. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes magistrat, enseignant-chercheur à l'École nationale de magistrature, essayiste. Votre dernier ouvrage paru s'appelle La foule innocente. On le trouve aux éditions Desclés de Brouwer. Est-ce que vous connaissiez cette archive de Céline ? Non, je connaissais pas. Elle me surprend pas, mais je la connaissais pas. Au micro de Louis Poels en 1959, Céline, dont on va beaucoup parler ce matin, évidemment. Dans le cadre de cette série, je le rappelle, 4 questions pour se fâcher entre amis. Je pense qu'il y a eu de nombreux dîners où les gens, effectivement, se sont fâchés pour savoir s'il fallait aller voir le film de Polanski, par exemple, ou lire les livres de Gabriel Matzneff. Céline divise, lui, pour d'autres raisons. On va y venir dans un instant, évidemment. Mais il pose une question là. Il se dit, mais au fond, quand on se demande s'il faut distinguer l'homme de l'œuvre, est-ce que ça s'applique uniquement à la littérature ou aux objets en général ? Oui, la littérature est quand même plus particulièrement visée par le discours de Céline en l'occurrence. Mais il faut bien voir qu'il y a plusieurs Céline et plusieurs types d'œuvres chez Céline. Il a commencé par avoir un très grand succès avec Le Voyage au bout de la nuit en 1932, qui a manqué de très peu le prix Goncourt. Mais ensuite, Céline s'est lancée dans des pamphlets. Et dans des pamphlets antisémites, dans des pamphlets d'une extrême violence vis-à-vis des Juifs en particulier et du gouvernement de Léon Blum également. Et ces pamphlets, il y en a eu 3, notamment l'école des cadavres, Bagatelle pour un massacre et les beaux draps. Ces pamphlets, ce n'était pas, je dirais, l'écrivain Céline qui parlait à travers des personnages, comme dans Le Voyage. Ferdinand Bardamu était un personnage, il n'était pas peut-être porte-parole de Céline, mais il n'était pas tout à fait Céline. Et en même temps, dans les pamphlets, c'est lui qui parle, c'est lui qui prend position. C'est le jeu de l'auteur qui vient, en quelque sorte, nous encourager à, il faut bien le dire, entre guillemets, saigner les Juifs, donc les éliminer, et de se mettre tous derrière le régime hitlérien, afin de dénoncer à la fois la lèpre juive, disait-il, je reprends ces mots, et également le gouvernement complice de cette position, le gouvernement de Léon Blum. Donc vous avez là une manière de se dévoiler devant son lectorat, à travers son opinion personnelle, qu'il met en scène directement, mais qui se distingue du Céline écrivain, qui va lui servir de bouclier. C'est-à-dire qu'il va à plusieurs reprises pour se défendre devant les accusations qui lui sont portées, dire « moi je suis un écrivain ». Je suis un auteur. Il parlera de son style émotif, son style unique. Et à d'autres moments, il dira, autre couverture, je suis un médecin des pauvres. J'ai défendu la veuve et l'orphelin quand c'était, etc., pendant l'occupation et après la libération. Donc il aura une série de couvertures, le jeu écrivain ou le jeu médecin. Il y en avait 2 en l'occurrence qui jouaient alternativement pour se protéger de cette finalement accusation qui était portée contre lui et qui va le poursuivre pendant toute la fin de sa vie, si vous voulez. Donc c'était un moment de défense de l'auteur à travers ces multiples jeux qui vont lui servir de bouclier face aux attaques dont il fera l'objet. Ceci étant, il y a eu il y a 2 ans à peu près la volonté des éditions Gallimard de rééditer les fameux pamphlets antisémites. Et là, la question centrale que vous avez posée à Adèle, c'est la question de l'œuvre ou de l'homme. Est-ce qu'il faut, à travers cette réédition des pamphlets qui finalement n'a pas eu lieu, compte tenu du scandale qu'elle a provoqué, juger à nouveau l'homme, ou est-ce qu'il faut privilégier l'auteur et opérer une réédition
scientifique, une réédition qui historicise en quelque sorte Céline, qui va lui permettre de franchir ce palier difficile pour lui. Donc j'ai effectivement réédité les pamphlets de Céline en 2012 chez un éditeur québécois. Régis Tétamanzi. Et je pense que mes notes, telles qu'elles sont faites, visent naturellement à endiguer les aspects les plus détestables que l'on trouve dans ces textes. Ça va de soi, sinon je ne l'aurais pas fait. On ne peut pas s'opposer à ce que les livres de Céline soient publiés, tous les livres, mais pas les pamphlets. Les pamphlets ont eu un rôle qui a été un rôle important et un rôle criminel. Que ce soit publié dans la Pléiade, c'est une légitimation de cette partie de Céline. Klarsfeld serait prêt à faire un procès. Jean-Paul Louis. C'est un acte de censure, d'avertir par avance qu'on va faire un procès si jamais Gallimard publie les pamphlets. C'est quand même un peu fort de café. Je pars de l'idée que ce n'est pas à moi de décider de ce que les gens doivent ou ne doivent pas lire. Voilà. Émile Bramy. L'interdiction, c'est le meilleur moyen de créer ce que j'appellerais une église des catacombes. C'est-à-dire que, prenons l'exemple des négationnistes. On les a interdits, tout le monde sait que la littérature négationniste circule, et qu'elle circule beaucoup plus qu'elle ne circulerait si personne n'en parlait. Vous venez d'écouter un extrait de la fabuleuse Grande Traversée de Christine Le Cerf qui avait été diffusée sur France Culture en juillet 2019. Vous avez entendu le professeur de littérature Régis Tétamanzi, l'éditeur Jean-Paul Louis, l'avocat Serge Klarsfeld, l'éditeur Émile Bramy qui exprimaient leurs avis concernant le projet de Gallimard en 2018 de rééditer les 3 pamphlets antisémites de Céline. Denis Salas, il me semble que la question est différente selon qu'on parle du roman Voyage au bout de la nuit ou des pamphlets antisémites de Céline. Parce que la question, faut-il séparer l'homme de l'œuvre, elle peut se poser pour un roman qui en lui-même n'est pas antisémite, mais en l'occurrence, on parle de pamphlets antisémites. Donc là, il n'y a aucune raison de distinguer l'homme de l'œuvre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on distingue l'essai de la fiction. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, en l'occurrence, Céline s'engage directement dans une proposition totalement polémique à l'égard de son anti-judaïsme. Et c'est vrai que quand Antoine Gallimard a voulu rééditer les œuvres, l'éditeur québécois de Céline, Régis Tétamanzi, a réévoqué effectivement l'idée de l'écrivain qui était d'une certaine manière, dans ce royaume spirituel qu'est l'écriture, à l'abri d'une certaine manière des critiques ou des lois qui pourraient le frapper. Position pas loin de celle de Gide. On pourrait parler aussi de Gide, quand on reparlera de Maznev, parce que Gide avait cette position-là, disant, au fond, les pamphlets, Bagatelle pour un massacre, c'était une pochade littéraire, c'était un jeu littéraire, un jeu de langage, rien de plus. Et ce que dit un peu ce que les voix qu'on vient d'entendre, c'est d'une certaine manière un peu la même chose. C'est-à-dire que Céline est d'abord un écrivain, un grand écrivain. Dans ses pamphlets, il y a des apparitions de ce style émotif qui lui est propre, de ce style un peu flamboyant et un peu éclaté aussi qui est le sien. Il n'y a pas de raison de séparer les pamphlets du reste de l'œuvre. J'ai objecté à cette position-là plusieurs arguments. Alors quelle est votre position, Denis ? Ma position, la première, c'était de dire, de son vivant, Céline a refusé la réédition de ses pamphlets. Il a à plusieurs reprises exprimé, pas d'une manière directe et pas d'une manière voilée comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, une certaine honte à avoir publié ces textes-là, en disant, je cite de mémoire, mais je n'en étais pas fier, je n'en suis pas fier quand il avait écrit. Il avait cette position de prudence. Son oreille, je pense que c'était aussi de sa part, une volonté d'éviter les ennuis à la Libération. Il y avait quand même cette tactique qui était la sienne, de dire, bon, si je réédite ces pamphlets ou si je les laisse rééditer, son éditeur de Noël avait été exécuté, entre guillemets, par la résistance, et il craignait qu'il lui arrive la même chose, et c'est pour ça qu'il a fui en Allemagne puis au Danemark. Donc, si vous voulez, il a pris cette position-là, et je trouve que c'est important de rappeler cette prudence de Céline, cet argument-là qu'il avait fait valoir, qui disait au fond, bon, c'était un premier argument. Deuxième argument, il me semble que si on regarde de près ces pamphlets,
il y a incontestablement une provocation à la haine raciale. Ce que dit Serge Klarsfeld dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Je ne peux pas citer tous les éléments qui sont dans le texte de Céline, mais il y en a énormément qui vont dans ce sens-là. Il les compare à une hyène, les commissures labiales toujours inquiètes, l'abject animal de la race ennemie maudite à détruire, l'immonde grimace youtre, si canaille, si visqueuse, même chez les prix de beauté, l'ébauche de la trompe suceuse, le vampire, voilà. Et on retrouve dans le discours antisémite l'animalisation du juif, qu'on retrouvera dans tous les discours génocidaires. J'ai travaillé aussi sur les discours génocidaires à la fois au Cambodge et à Phnom Penh, et on voit très bien que l'animalisation de l'autre, et en ex-Yougoslavie avec la purification ethnique, on a vu la même chose, tous les discours de propagande étaient nourris d'une logique centrale qui était l'animalisation de l'autre, pour le cannibaliser en quelque sorte, et mieux le détruire sans aucune culpabilité, évidemment. Donc, je dirais que cette violence du texte, en quelque sorte, vise à animaliser, à bestialiser l'ennemi, afin de le donner le produire dans un sacrifice, inciter au sacrifice qui va être fait de sa personne, par toute une série de sbires qui vont pouvoir s'y atteler sans aucune culpabilité et avec la caution de l'intellectuel prestigieux qui va... Céline était un intellectuel connu, prestigieux. Rebatté, qui était à l'époque un des éditeurs, a remercié Céline en disant « La magnifique fureur de Céline, son génie verbal, qui détermine souvent plus de conversions que les meilleures statistiques. » Je trouve cette phrase très juste, parce que c'est pas la propagande hitlérienne qui a provoqué cet antisémitisme violent et destructeur, c'est aussi la caution intellectuelle, le style lui-même. C'est toute la question, Denis Salas. Est-ce que si Céline n'avait pas écrit Voyage au bout de la nuit et les chefs-d'œuvre littéraires qu'il a écrits par ailleurs, est-ce que la question de la réédition de ces pamphlets antisémites se poserait? Sans doute pas. Non, parce que précisément... Donc faut-il considérer différemment l'antisémitisme d'un homme parce qu'il est par ailleurs un écrivain gigantesque? En tout cas, son aura dans les années 30, lié très fortement au Voyage au bout de la nuit, à gauche comme à droite d'ailleurs. Les deux étaient plutôt même à gauche à l'époque qu'à droite. Après, ça a changé, il a changé de bord et a été déterminante dans l'influence qu'il a eue auprès de ce public quand il a publié ses pamphlets. Il était en position difficile parce que il pensait que le voyage allait lui permettre d'avoir une carrière littéraire fulgurante. Mais son deuxième livre, Mort à crédit, n'a pas eu le même succès que le premier, et il était plus outrancier, très beau aussi, mais beaucoup plus outrancier, plus lié à une ouverture du langage, un éclatement du langage très prononcé, et en même temps très biographique, très personnel, mais l'écho a manqué. Donc il pensait que les pamphlets allaient en quelque sorte le relancer sur la scène littéraire et lui donner, littéraire et intellectuelle, et lui donner l'aura qu'il avait très largement perdue. La question est de savoir si, quand on connaît les propos de Céline sur l'antisémitisme, on peut continuer à lire Voyage au bout de la nuit de la même façon. C'est ça la question. Si on peut séparer l'homme de l'œuvre, est-ce que l'antisémitisme abject et assumé de Céline doit avoir une conséquence, quelle qu'elle soit, sur la publication et la lecture de Voyage au bout de la nuit? Ma position, c'est que non. Je veux dire, je peux parfaitement lire le. J'ai relu d'ailleurs à ce moment-là la plupart des œuvres de Céline, et ça m'a posé aucun problème d'être ému jusqu'aux larmes en lisant Mort à crédit, par exemple, qui est un livre bouleversant sur son enfance, mais complètement transposé complètement dans son univers. Et j'étais aussi passionné, mais en même temps extrêmement critique, dans la fin de la trilogie allemande, dont on reparlera peut-être, qui est une sorte d'hymne à la collaboration. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. La trilogie allemande, c'est ça avant tout. C'est le martyr de la collaboration. Hein. On voit bien la puissance du négationnisme Céline. Et en même temps, j'ai lu ces livres-là sans aucune difficulté, en ayant conscience qu'il y a différentes étapes de l'œuvre de Céline qu'il fallait bien distinguer afin de pouvoir avoir une vie d'ensemble et à la fois neutre d'un point de vue, je dirais, moral, mais en même temps, l'adhésion critique à cette œuvre-là n'empêchait pas l'enthousiasme que j'éprouvais à certains moments dans certaines de ses œuvres. On va prendre un cas particulier. Quand on entend Céline dire ceci. Je connais bien les petits à côté de la guerre. Je n'aime pas, n'est-ce pas? Je ne l'aime pas. Je trouve ça imbécile et tout à fait défavorable à une société quelconque. Alors, bon,
Alors, j'ai trouvé, moi, je suis imaginé les causes de la guerre que j'ai attribuées à certaines sections, n'est-ce pas. Monsieur Philippe le Bel devait tous ses malheurs aux Templiers, n'est-ce pas. Les Jésuites ont été persécutés, etc. Alors, peut-être que j'ai accroché une secte qui n'était pas si déméritante que je l'ai dit, peut-être. Je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. C'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, et tout simplement me taire, n'est-ce pas. Et là, j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas. Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Tout ça, c'est une vraie bêtise dont je fais les frais. Et en ce moment-ci, remarquez que je suis accablé par toute espèce de gens qui me trouvent transfuge, relapse, vendu, etc. Enfin, et je serais parvenu tout de même à passer à travers la plus grande chasse à courre qu'on ait organisée dans l'histoire. Je n'ai renié rien du tout. Je ne change pas d'opinion du tout. Je mets simplement un petit doute. Mais il faudrait qu'on me prouve que je me suis trompé et pas moi que j'ai raison. Alors quand on entend donc Céline dire en 57 au micro de Louis Abersbinden sur Radio Lausanne que oui, il a fait une bêtise, oui, c'était une erreur, mais qu'en même temps, il ne renie rien à son antisémitisme, qu'il peut-être qu'il y a un petit doute, mais qu'il a toujours les mêmes opinions, est-ce qu'on peut, Denis Salas, écouter ceci de la même façon? Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à Carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors on remarque qu'il y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est resté là assis, ravis, à regarder les dames du café. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte, et je n'avais plus la tête très solide. Et puis j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, bon, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison, somme que j'ai convenu, conciliant, mais enfin... On est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste de leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, sointant des rousspignoles, et puis voilà... En haut sur le pont au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau de forme, et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez! Et voilà donc 2 minutes 07 de lecture du Voyage au bout de la nuit de Céline, lu par Michel Simon, en plus de Denis Salas, qui multiplie le plaisir, parce que c'est vraiment du plaisir, c'est inouï ce qu'on ressent quand on lit, quand on écoute ce texte que certains n'aiment pas, mais enfin, tout le monde s'accorde à se dire qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans la littérature à ce moment-là. C'est un moment une très grande puissance, parce que Céline revisite et transfigure 3, voire 4 épisodes de sa vie, on vient de l'entendre, son engagement dans la guerre de 14-18, avec une description absolument extraordinaire et unique de cette barbarie, de cette guerre telle qu'il a vécue au quotidien, et son refus de la violence guerrière, et s'affirme et se réaffirmera plusieurs reprises dans sa vie. Ensuite, il y a toute la partie du voyage en Afrique qui est apocalyptique de violence assumée et aussi, mais même s'il n'exprime pas directement vis-à-vis de la population locale. Et puis surtout, le retour en France, après un petit séjour aux États-Unis, qui est son installation comme médecin
jardin des pauvres, dans la banlieue parisienne, où il va rencontrer la misère sociale. Il va là, et c'est très fort dans Voyage au bout de la nuit, rencontrer aussi des questions d'avortement. Oui. Il verra des femmes mourir en tant que médecin chez elles pour éviter la honte d'avouer devant l'opinion publique, enfin devant le public local, le voisinage, qu'elles étaient enceintes, et ça lui déchirait le cœur littéralement. Et puis la mort d'enfants, la mort de bébés, enfin il y a des moments très 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 puissants dans le voyage, et un style qui garde son unité, sa force. La différence, c'est que quand il va aborder les textes de la deuxième partie de sa vie, cette fiction va se déchirer, littéralement. Va se déchirer, et on avait dans Le Voyage ou dans Mort et Crédit un personnage, une polyphonie, une écriture, une autobiographie transfigurée en quelque sorte, mais dans la période postérieure au pamphlet, on va voir effectivement encore des fictions, c'est la trilogie allemande dont je parlais tout à l'heure, mais elles vont être trouées, vraiment trouées il faut lire le texte, trouées par des pulsions de justification du type de ce qu'on vient d'entendre, disant à la fois... Oui, l'archive qu'on a entendu de Céline juste avant. L'archive tout à fait avant, et disant à la fois, bon, il y a peut-être un petit doute, je suis peut-être allé trop loin, etc., mais en même temps, je ne renie rien, ces juifs et c'est eux quand même qui nous ont emmenés à la guerre, etc., et puis voilà, et puis les résistants, ils m'ont piqué ma maison, ils m'ont piqué mes manuscrits, ils ont voulu ma peau, et puis les juges, ils m'ont mis l'article 75 aux fesses, entre guillemets, comme il l'a dit, etc. Enfin, une sorte alors vous avez effectivement la grande fresque de Sigmaringen où d'un château l'autre, où Céline se replie avec Vichy et les dirigeants de Vichy dans cet hôtel allemand, et en même temps, à l'intérieur de cette fresque romancée, littéralement, vous avez des moments où il plaide sa cause. Il plaide vraiment sa cause, sa bonne foi, sa légitimité. Il se situe comme victime lui-même de cette persécution de la part de la résistance, et il va effectivement argumenter en permanence à l'intérieur de ces fictions entre guillemets, mais ce sont quand même des fictions, et où le jeu, je dirais, célinien lui-même, persécuté entre guillemets par les résistants, va en quelque sorte s'intercaler dans l'évocation des personnages et de la vie de cette ville de Sigmaringen, où Céline, son chat Bébert, et sa femme Lily et l'acteur Louis Le Vigan, comme une sorte de groupe étrange, vont traverser ces fictions pour aller échouer quelque part au Danemark, dans les conditions terribles, puisque finalement Céline sera incarcérée au Danemark pendant plusieurs mois. Il pensait que le Danemark allait être pour lui une sorte d'Eldorado, mais le Danemark, il l'avait oublié, était très anti-hitlérien pendant la guerre, et le gouvernement danois, la justice danoise, ne lui a fait aucun cadeau. Donc il était incarcéré, il a perdu une partie de sa santé, et ensuite il a été assigné à résidence dans une maison que lui a prêté son avocat. Donc il a quand même payé, contrairement à ce que dit Serge Schlasfeld, qui dit Céline est passée entre les gouttes, oui, il a été amnistié, mais il a quand même été durement incarcéré au Danemark et également assigné à résidence. Ça, c'est une autre question. C'est la question de la punition ou du degré de pénalité qu'a reçu la personne qu'on juge coupable d'un crime. Et surtout, cette personne-là est un artiste. C'est quand même le sujet de l'émission. Peut-on séparer l'homme de l'œuvre? Finalement, ce que vous dites, c'est qu'on peut lire Le Voyage au bout de la nuit sans être hanté par l'antisémitisme de Céline. Jusqu'où est-ce que cette distinction-là tient? Est-ce qu'on peut la transposer à d'autres situations? Par exemple, celle-ci. Donc effectivement, on avait comme slogan Polanski violeur, cinéma complice, Polanski violeur, public complice, tout également. Nous, notre but, c'est clairement que les cinémas se rendent compte que c'est grave de diffuser ça, et c'est que les gens se rendent compte que c'est grave d'aller soutenir un personnage comme ça. À l'heure actuelle, en France, on lui donne des Césars, on l'encense, on en fait un cinéaste merveilleux, alors qu'en fait, c'est un violeur. Il y a quand même 5000 personnes qui jugent normal d'aller payer un ticket de cinéma pour voir ce film. C'est très intéressant du coup de parler de l'affaire Dreyfus, etc. Mais il faut pas non plus oublier que ça pose énormément de problèmes, d'autant plus que son titre est très hypocrite. Il l'accuse, alors que les femmes lui-même l'accusent aussi, mais ne sont pas entendues. Jusqu'où la situation est-elle transposable, Denis Salas? Comment répondez-vous à la question faut-il séparer l'homme de l'œuvre dans le cas de Roman Polanski?
La difficulté, c'est que Polanski a fait un film, J'accuse, autour de l'affaire Dreyfus. Et à la limite, si on se tient effectivement à ce film, on peut faire abstraction de tout ce qui vient d'être dit. Le problème, c'est que Polanski, dans des interviews, s'est identifié, c'est comparé, c'est à assimiler son statut judiciaire en quelque sorte, auquel il tente d'échapper en ne revenant pas aux États-Unis notamment. Oui, donc parce qu'il a été accusé d'avoir violé une mineure, il a fait une partie de son procès mais pas la seconde. Voilà, il est toujours recherché et il est possiblement incriminé de cette affaire-là. Il peut effectivement être incarcéré s'il retourne dans le pays où il est poursuivi. Parce que une des victimes qui porte plainte contre lui, pas toutes, mais une d'entre elles tient absolument les procureurs américains l'ont dans le collimateur. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a effectivement suscité la colère de certains groupes féministes, c'est qu'il s'est identifié à Dreyfus dans des interviews, et cette comparaison a choqué énormément ces groupes et qui ont appelé à boycotter ce film comme étant absolument abject de ce point de vue-là. Bon, moi j'ai vu le film, ça m'a pas empêché de l'aimer, même si j'ai des réserves par ailleurs. Pas grave. Mais ça va au-delà du film J'accuse, même si effectivement ça peut être reçu avec insolence. Oui. J'accuse alors que c'est lui-même qui est accusé, mais oui. c'est la filmographie de Polanski en général qui est ici contestée. C'est le fait même qu'il puisse même, et en plus il a reçu un prix, il a reçu des Césars, un César. Donc c'est quand même ça la question. Est-ce que là il faut distinguer plus qu'on ne le fait avec Céline d'ailleurs, parce que quand même Céline il y a un consensus autour du Voyage au bout de la nuit. Oui. Est-ce que dans le cas de Polanski il faut se dire n'allons plus au cinéma, n'allons plus voir ces films parce que par ailleurs l'homme est accusé d'avoir violé des mineurs. Il faut entendre la contestation. Ou est-ce qu'on distingue les deux, encore une fois ? Je pense qu'il faut entendre la contestation qui désigne le Polanski auteur de ce délit ou de ce crime, on ne sait pas très bien, et en appeler à ce qu'il subisse les conséquences que la loi lui impose en l'occurrence, et juger effectivement difficilement recevable le fait qu'il continue à travailler. C'est un peu Bertrand Cantat aussi qui avait été victime de cette cabale. Donc, Bertrand Cantat qui a assassiné sa femme, Marie Trintignant, qui est allé en prison et qui maintenant qu'il est sorti de prison peut continuer à faire des concerts, etc. Voilà. Donc certains. Mais vous voyez la différence quand même, parce que Cantat a purgé une peine assez lourde, de plusieurs années de prison, autant que je me souvienne, alors que Polanski, lui, est en fugue, enfin si je peux le dire. Donc c'est ça qui bloque selon vous la différence. La différence elle est là. À la limite, Cantat, on peut dire la réinsertion, même si elle peut choquer la famille de Trintignant, peut être considérée de mon point de vue comme légitime, mais dans le cas de Polanski, c'est vrai que là, il a des comptes à rendre à la loi, à la justice, il refuse de les rendre, il fuit cette échéance-là, et du coup, effectivement, la colère, la réprobation publique, finalement, alors c'est un vrai problème, la réprobation publique remplace la poursuite judiciaire. Mais la réprobation publique, voire la colère publique, elle ne connaît pas la présomption d'innocence, elle ne connaît pas le droit à la défense, elle est pure violence, verbale certes, pure accusation. Elle l'accuse d'un point de vue éthique, elle l'accuse d'immoralité, et elle n'a aucune limite juridique ou, je dirais, sociétale. Elle se répand comme une traînée de poudre et va frapper l'auteur. Alors que dans un cadre procédural, Polanski aurait pu, même s'il est menacé par la loi, se défendre, prendre un avocat, évoquer la présomption d'innocence et du coup introduire une balance dans cette accusation. Là, pas du tout. On retrouve d'ailleurs le même scénario avec la protestation d'Adèle Haenel contre un documentariste qui l'aurait abusé ou même précédemment Flavie Flament contre le photographe qui l'aurait abusé quand elle était enfant. Donc on a faute d'avoir une perspective judiciaire qui permettrait de s'y donner un cadre à la protestation de ces femmes, on a dans l'espace public, par des hashtags, par les réseaux sociaux, par des déclarations de ce type, on a une expansion de la colère qui vient en quelque sorte envahir tout l'espace public sans avoir aucune espèce de limite et qui peut effectivement se diluer, disparaître, réapparaître et permettre à Polanski d'échapper à la loi. Que se passe-t-il dans la tête d'un lecteur ou d'un spectateur qui déteste absolument la personne qui a écrit l'œuvre, mais qui, contre toute attente, se retrouve à apprécier l'œuvre qu'il a sous les yeux? Au fond, c'est ça la question. C'est
un jugement absolument subjectif, de savoir s'il faut distinguer l'homme de l'œuvre, et qu'on veut le faire, et qu'en même temps, l'œuvre elle-même, eh bien, nous parle, fait quelque chose en nous. Est-ce qu'il y a un procédé de mauvaise foi qui se passe dans notre propre tête pour essayer de s'arranger avec l'expérience qu'on est en train de vivre? Ou bien est-ce que, c'est ce que semble dire Proust, eh bien, il faut complètement distinguer l'homme de l'œuvre, parce que l'œuvre que nous avons entre les mains, finalement, eh bien, est indépendante de la personne qui l'a écrite, et surtout pour la recevoir, il faut être dans un état d'esprit qui n'a pas vraiment de lien avec la réalité de l'auteur qui a écrit le texte. Je vous propose d'écouter le texte de Proust. Il s'appelle Contre Sainte-Beuve. Et Sainte-Beuve est un tenant de la position adverse. Il pense qu'il faut tout connaître de l'auteur pour apprécier une œuvre. Voici Proust qui expose cette position et les objections qu'il lui adresse. La littérature, disait Sainte-Beuve, n'est pas pour moi distincte, ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation. On ne saurait s'y prendre de trop de façons et de trop de bouts pour connaître un homme, c'est-à-dire autre chose qu'un pur esprit. Tant qu'on ne s'est pas adressé sur un auteur un certain nombre de questions, et qu'on n'y a pas répondu, ne fût-ce que pour soi seul et tout bas, on n'est pas sûr de le tenir tout entier, quand même ces questions sembleraient les plus étrangères à la nature de ses écrits. Que pensait-il de la religion? Comment était-il affecté du spectacle de la nature? Comment se comportait-il sur l'article des femmes, sur l'article de l'argent? Était-il riche, pauvre? Quel était son régime, sa manière de vivre journalière? Quel était son vice ou son faible? Aucune réponse à ces questions n'est indifférente pour juger l'auteur d'un livre et le livre lui-même, si ce livre n'est pas un traité de géométrie pure, si c'est surtout un ouvrage littéraire, c'est-à-dire où il entre de tout. L'œuvre de Sainte-Beuve n'est pas une œuvre profonde. La fameuse méthode qui consiste à ne pas séparer l'homme et l'œuvre méconnaît ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. La fameuse méthode qui consiste à ne pas séparer l'homme et l'œuvre, écrit Proust, méconnaît ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous apprend, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce que dit Proust ici, Denis Salas, s'applique à beaucoup d'œuvres d'art. On peut penser au procès que Baudelaire a fait les frais, dont il a fait les frais en 1857, au moment de la publication des Fleurs du Mal. Quand on confond l'homme et l'œuvre, on ne peut plus apprécier la littérature pour ce qu'elle est. Et pourtant, et on va le voir dans un instant, c'est aussi un argument qui est utilisé par ceux qui se servent de la littérature comme alibi. C'est de la littérature, donc je peux dire ce que je veux et faire ce que je veux. Denis Salas. Oui, la phrase de Proust est très éclairante sur cette dualité. Et je réponds sur Baudelaire, parce que le cas Baudelaire est absolument emblématique de cette opposition. Baudelaire consacre une partie de sa vie à écrire Les Fleurs du Mal. Il mûrira longtemps un recueil qui va penser dans l'espace littéraire qui était le sien et poétique à l'époque. Et on est au Second Empire, l'époque d'un ordre moral, et il va y avoir un procureur qui va, après avoir eu un échec avec Flaubert et Madame Bovary, attaquer Les Fleurs du Mal. Et là, c'est très intéressant du point de vue qui est le vôtre, parce que précisément, on va voir ce conflit entre l'homme et l'œuvre. Que va dire Pinard, le procureur impérial? Le bien nommé. Le bien nommé. Il va dire, Monsieur Baudelaire, il va être très habile, Monsieur Pinard. Il va dire, Monsieur Baudelaire est un poète tout à fait estimable, certes fragile psychologiquement, il avait cette image à l'époque, isolé, etc. Mais en même temps, je ne peux pas distinguer les deux. Quand Monsieur Baudelaire écrit dans ce vers, et son ventre et ses seins, ses grappes de ma vigne, c'est de lui qu'il parle. Donc il va utiliser, il va piocher dans l'espace littéraire des phrases où le je
de l'auteur apparaît, ces grappes de ma vigne, ou également dans un exergue, je suis l'appelé et le couteau, je suis le souffle et la joue, etc. Je. Mais le jeu poétique que Baudelaire met en scène va être interprété par le procureur comme un jeu biographique. C'est ça, il fait pas la distinction voilà. le Proust de ses voeux. Et c'est absolument fondamental parce que la réponse de Baudelaire va dire, mais qui lui va dire je fais corps avec mon texte, va dire ces prélèvements presque chirurgicaux et de manière pervers par rapport à l'argumentation qui était la sienne du procureur, va dire vous m'arrachez quelque sorte à mon œuvre dans le jeu poétique dans lequel je me situe, je m'y investis totalement et vous ne pouvez pas sans une mauvaise foi caractérisée me dissocier de cette œuvre-là. Et ce que va faire la sanction pénale n'a aucune importance, il y aura une amende. Mais ce qui va être terrible pour Baudelaire, et on voit bien à quel point il ne dissociait pas sa personne de son œuvre, lui, son jeu poétique, c'était son jeu le plus profond, effectivement, 6 poèmes vont être tranchés du recueil. Et ça, c'est la sanction terrible pour Baudelaire, parce que ça va être une mutilation. Une mutilation, il le vivra très mal, il aura cette souffrance qui va le poursuivre pendant très très longtemps, et progressivement, il va être résilient, il va reconstruire son recueil, son jeu poétique dont il a été amputé, en ajoutant d'autres textes qui va lui permettre effectivement de reconstruire l'unité organique de l'œuvre dans laquelle il se situait. Donc ça va être un moment très fort où d'un côté on veut détruire l'œuvre littéraire pour démasquer le jeu biographique qui s'y cache. Et cette infraction criminelle de l'outrage public à la pudeur qui se cache dans cette œuvre-là, alors que le poète, lui, ne dissocie pas son jeu biographique, et je dirais même investit son jeu poétique comme une sorte de génie propre qui lui appartient et dans lequel il s'investit totalement. Mais là, je m'adresse au magistrat que vous êtes, Denis Sellas. Comment fait-on juridiquement pour faut-il juridiquement distinguer le jeu narrateur, on va dire, du jeu de l'auteur? C'est une difficulté parce que si c'est le cas, c'est insoluble. On ne peut jamais prouver. Ou alors on part du principe que tout ce qui est écrit appartient à l'univers de la fiction et qu'on peut y dire ce qu'on veut. Oui, ou alors on dit que non, justement, les deux sont pas distinguables, mais alors ça engage une nouvelle conception de la littérature. C'est une responsabilité énorme. Ceci étant, il y a un élément nouveau dont on n'a pas encore parlé, qui est en gros tous ceux qui s'estiment victimes par une œuvre littéraire. Alors il y a eu Christine Angot a été jugée, d'autres aussi dans d'autres hypothèses. Il y a énormément de cas aujourd'hui où une personne qui estime être diffamée, ou c'est plutôt atteinte à la vie privée qui est mise en cause par un récit littéraire, mais à l'intérieur duquel on arrive à discerner la personne qui s'y cache. Et le juge, vous évoquez le rôle du juge, le juge va regarder le texte. Quand on va lui estimer qu'il y a atteinte à la vie privée, il va être juge de cela, et il va regarder le texte, et il va dire, c'est vrai, vous avez changé de nom, mais tout le reste est vrai. Et tout ce que dit madame, en général, c'est souvent ce cas-là, comme étant sa vie privée la plus intime, eh bien, ça y est dans votre texte-là, même si vous avez changé de nom, même si vous avez un peu décontextualisé, elle est parfaitement identifiable. Donc ça va être une analyse du texte littéraire. On peut pas dire ce qu'on veut. Juridiquement, on peut pas dire ce qu'on veut. En tout cas, dans la littérature. En tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais on s'expose à ce que une personne qui s'estime victime d'une atteinte à sa vie privée par un dévoilement intrusif, peut contester, au nom de la vie privée, prendre un avocat, contester et dire voilà, non, là, j'estime que vous avez dévoilé une partie intime de ma vie, donc je demande des dommages-intérêts. Donc Proust a tort. Donc Proust a perdu quelque part. On ne distingue pas le moi écrivain du moi narrateur. Il y a une zone effectivement où le texte littéraire peut être attaqué, c'est celle que je viens de définir. Alors c'est plus la censure aujourd'hui, qui, comme dans le cas de Baudelaire, qui va vous tomber dessus, si je peux dire, c'est plutôt des personnes privées qui s'estiment victimes d'une diffamation ou d'une atteinte à leur vie privée, qui vont contester, mais c'est pas pour autant qu'elles auront gain de cause. Non. Parce qu'il y a des cas où effectivement on donne raison à l'œuvre. Mais le juge devient l'arbitre de cette décision.
Pour mettre sur le papier, il a fallu beaucoup de distance, et si j'ai réussi à le faire, c'est très curieux, très mystérieux, ce qui soulève un peu les inhibitions, ce qui fait sauter les verrous. On tourne autour d'une histoire, on n'y arrive pas pendant des années, puis un jour ça vient pour des raisons qui sont aussi un peu inconscientes, mais la véritable raison, je pense que c'est aussi le fait d'être devenue moi-même mère et d'avoir autour de moi des adolescents, et qui est un moment où on est une proie évidemment idéale pour ce type de structure psychique auquel on a affaire avec cet homme, mais comme il y en a malheureusement de nombreux. La particularité, chez lui, c'est d'être écrivain, et donc de redoubler son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de cette séduction et cette dépossession des jeunes filles et des jeunes garçons d'ailleurs, pour ce qui est des années 70, puisqu'il a commencé avec plutôt les jeunes garçons. C'est ça, voilà, qui le caractérise, qui fait sa singularité, on va dire, c'est en plus d'être écrivain et d'utiliser la littérature pour pouvoir continuer à assouvir ces pulsions qui sont malheureusement pathologiques. En janvier 2020, Vanessa Springora fait paraître Le Consentement, dans lequel elle révèle la relation entre l'écrivain Gabriel Matzneff et elle-même, l'auteur de l'ouvrage, en 1986, alors qu'il avait 50 ans et elle à peine 14 ans. L'écrivain Gabriel Matzneff, lui, n'a jamais caché ses goûts pour les adolescentes et les garçons prépubères dès 8 ans, qu'il listait dans ses journaux intimes. Il a reçu en 2013 le prix Renaudot dans la catégorie Essai pour un recueil de chroniques, Séraphin, c'est la fin. Depuis, le parquet a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de Gabriel Matzneff pour viol sur mineur de moins de 15 ans, bien qu'il y ait prescription pour les faits qui concernent Vanessa Springora. Vous l'avez entendu, Denis Salas, c'était dans la matinale de France Culture en janvier 2020. Elle emploie cet argument de l'alibi de la littérature pour obtenir gain de cause, justement. Elle dit, mais c'est pas parce que Gabriel Matzneff faisait des récits littéraires de ce qui s'est passé qu'il n'est pas coupable. Absolument. C'est l'élément déterminant dans cette affaire qu'on n'avait pas jusque-là en matière de pédophilie, c'est que les victimes, en tout cas s'estiment-elles, prennent la parole. C'est déterminant. On a connu ça, moi j'ai connu ça. C'est nouveau ça, vous dites. Oui, totalement. On a connu ça, moi quand j'étais juge, à une époque, j'ai vu ça au niveau de l'inceste ou des maltraitances sexuelles. Mais je veux dire, une parole de victime qui vient dénoncer des faits de cette nature, notamment concernant un écrivain, qui plus est, avec cette aura qui était la sienne, il passait apostrophe, il était reconnu comme tel, etc. C'était tout à fait nouveau. Il faut bien voir qu'il y a un changement d'époque. Oui. Il est évident que à l'époque où Matzneff commettait ce genre de choses, c'était l'époque de la post-68 art, de la libération sexuelle, avec une sorte de volonté de dire famille je vous hais, et de vouloir libérer la sexualité des enfants. Citons, pardonnez-moi, la tribune rédigée par Gabriel Matzneff le 26 janvier 1977, signée par une soixantaine de personnes, dont Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles et Fanny Deleuze, Philippe Solers, Jack Lang, Bernard Kouchner. Elle paraît dans Le Monde et elle défend 3 hommes incarcérés depuis plus de 3 ans pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans, et les signataires demandent la relaxe des 3 hommes au prétexte que l'enfant n'avait pas été victime de la moindre violence, mais au contraire qu'ils étaient consentants. Alors voilà. Et ça, en 77. En 77, c'était l'époque de liberté sexuelle triomphante. Et alors, ça c'est très intéressant parce qu'on voit bien que dans cette pétition, la victime est hors champ. Elle est niée. Elle est totalement, elle n'existe pas. Elle est présumée consentante. Elle est présumée libérée du joug familial. On la libère de toute une série de... Foucault a dit un peu la même chose à l'époque, dans plusieurs textes, etc. Il y avait une confusion entre dépénaliser l'homosexualité et dépénaliser la pédérastie. Et peu à peu, les deux combats se sont dissociés. Et alors, du coup, effectivement, là, le combat était totalement... puis beaucoup d'écrivains se sont engagés là-dedans. Je fais une différence. Moi, je pense qu'on peut pas comprendre le cas Matzneff pleinement si on comprend pas Gide en arrière-plan. Parce que Gide a avec un génie différent, disons-le. Gide, pendant une partie de sa vie, a plaidé l'homosexualité et la pédérastie, dans notamment Les Faux Monnayeurs, dans Sylgranemer et surtout dans Corydon. Et il a totalement défendu cette thèse. Mais la différence entre Gide et Matzneff, c'est que les victimes de Gide, personne n'en a entendu parler.
Donc c'était l'impunité la plus totale. Alors, derrière la couverture de la Libération. Tandis que la différence avec le cas Maznev et le livre de Vanessa Springora, c'est que brusquement, dans le champ littéraire lui-même, la victime s'autorise à prendre la parole. Et ça, c'est totalement nouveau et va du coup dévoiler complètement la mécanique de la violence morale, parce qu'on ignorait jusqu'à présent, qui se cache derrière l'entreprise manipulatrice d'un homme comme Maznev. Et alors, du coup, on a dans le texte de Springora, que j'ai lu comme vous, on a toute cette espèce de discours à la fois manipulateur, lénifiant, pervers, disons-le aussi. Notamment, il évoque toutes ces vilaines plaintes, toute cette police des mœurs qui a persécuté Baudelaire et Flaubert, ce complot contre notre amour. Notre amour, nous allons vaincre ensemble cette épreuve, disait-il à Vanessa. Rien ne pourra nous séparer. Enfin, un discours qui fascinait une gamine de 14 ans. Ouais. Ceci étant, une gamine de 14 ans. Donc, je rappelle que 15 ans, c'est la majorité sexuelle. Donc, tout le monde le savait, sa mère le savait, ses parents le savaient, lui, il le savait, et toute une communauté autour de littéraire le savait. Et ceux qui invitaient Maznev le savaient aussi. Hein. Je rappelle que la majorité sexuelle de 15 ans, c'est depuis 45, donc on pouvait difficilement l'ignorer. Mais cette communauté littéraire avait cette puissance, je dirais, dans la scène parisienne, si je peux dire, d'occulter la loi. Ouais. D'occulter complètement la loi. Je rappelle que quand même l'interdit de la violence sexuelle contre les enfants, ça date du 19e siècle. À l'époque, c'était 13 ans, c'est maintenant 15 ans, mais on ne pouvait pas l'ignorer. Donc il y avait une sorte de seconde norme fondée sur l'idée qu'il faut libérer la parole de l'enfant et sa sexualité du joug familial, qui a complètement occulté la loi réelle que finalement Vanessa Springora vient faire réémerger trop tard parce que l'affaire est prescrite, mais va la faire émerger dans le débat public. Et c'est à force de ce débat de venir après la prescription, de reposer le problème de cette manière. Mais vous voyez que ça contredit ce qu'on disait à propos de Céline, où on disait on peut distinguer l'homme de l'œuvre quand il s'agit du voyage au bout de la nuit qui n'a aucun caractère antisémite. Est-ce qu'on peut lire les ouvrages de Maznev qui eux-mêmes ne racontent pas des épisodes pédophiliques de la même façon ? Maznev, c'est quasiment autobiographique. Là, on n'a pas envie de distinguer l'homme de l'œuvre. Non, parce que il raconte ses voyages en manie. Parce qu'il assume plus le caractère autobiographique. Il assume. Attendez, il écrit un journal intime. Oui. Où tout qui porte ce nom. Nos amours de 15 ans, je sais plus nos amours décomposés, citation de Baudelaire entre parenthèses. Donc, il se couvre de cette culture littéraire, hein, il se drape dans cette culture littéraire pour faire passer le message vis-à-vis d'un public de sa communauté, d'une part, et qui va lui valoir effectivement l'assentiment et la protection de cette culture, et en même temps vis-à-vis de la famille de Vanessa Springora et de son cercle proche, il va aussi utiliser cette arme de la séduction pour pouvoir circonvenir l'ensemble des protagonistes. Tout ça étant imbé d'un discours sur l'amour, sur la fluidité de nos relations, sur je te suis fidèle, etc. Et quand elle verra qu'effectivement, tous ces discours rétrospectifs, qu'il va très loin, puisqu'il raconte des histoires qu'ils ont eues ensemble, il publie des photos, il lui demande l'autorisation de publier des photos a posteriori. Donc vraiment, quand il va très loin, eh bien effectivement, là, la coupe est pleine et la rupture s'accomplit. Donc est-ce que la distinction s'introduit dans la dimension autobiographique du récit qui est fait ? Quand on parle d'œuvre autobiographique, c'est différent. Parce que si on prend le cas de Nabokov, de Lolita, par exemple, qui avait pu faire scandale à l'époque. Écoutez, totalement différent. Totalement différent. Parce que Lolita de Nabokov, rappelons-le, je ne sais pas ce qu'en a fait le metteur en scène qui a mis en film ce récit, mais c'est le récit, Kubrick, pardon, c'est le récit d'un homme incarcéré, très important. Et il s'adresse à des juges. Le récite à la première personne. Messieurs les jurés, donc c'est des juges d'un homme incarcéré. On ne sait pas pourquoi, on le saura à la fin, mais c'est le récit d'un homme puni par la loi, qui raconte son épisode pédérastique avec cette jeune fille, pédophilique même, et son enthousiasme, son amour, comme Maznev. Mais c'est un homme qui est dans la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Maznev, il est contre ou hors ou en perversion par rapport à la loi. Donc c'est totalement différent. Et je dirais, la force du récit de Nabokov, qui doit être lu jusqu'au bout, c'est que précisément à la fin, quand il veut retrouver sa Lolita, sa nymphette, et qu'il lui demande de reprendre une vie commune, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit non.
Elle dit 3 fois non. Donc elle retrouve sa qualité de sujet à la fin du roman et elle est dépouillée de son image de jeune nymphette instrumentalisée par le désir pervers d'un petit. Donc c'est vraiment là quand même un roman qui est infiniment plus, je dirais, infiniment plus puissant de ce point de vue-là et respectueux de la polyphonie des personnages que le récit de Maznev ou son autobiographie ou ses journaux intimes qui vont tous dans le même sens. Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature, entre guillemets, sert d'alibi à ce genre de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Maznev dans un livre qui est très ennuyeux, parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, Madame, ne devenez pas agressive, n'est-ce pas? Devenir agressive comme ça dans une Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Je vous interdis de porter des jugements, de ce genre de jugement. D'abord parce qu'un livre, c'est une écriture, c'est un ton, c'est un univers. Et donc, d'abord, portons un jugement sur un livre. D'abord, savoir si c'est un livre d'un écrivain, si c'est un beau livre. La littérature ne peut pas servir d'alibi. Il y a des limites même à la littérature. Il n'y a pas de limite à la littérature. Et je crois que si M. Maznev était plutôt un employé anonyme de n'importe quelle société, je crois qu'il aurait des comptes à rendre avec la justice. La romancière canadienne Denise Bombardier qui ose dénoncer l'alibi de la littérature dont se sert Maznev sur le plateau d'Apostrophe sur Antenne 2. C'était le 2 mars 1990, vous voyez quand même, c'était il y a bien longtemps et pas si longtemps après la tribune dont on parlait. Alors il faut rappeler qu'elle est canadienne, que les mœurs ne sont pas exactement dans la même égalité avec ceux de la France à ce moment-là. Elle lui répond, et lui-même, vous l'entendez, il se défend en disant mais un livre, c'est une écriture, c'est un autre monde. Oui, parce qu'effectivement, l'extrait est tout à fait passionnant et fort, parce que par exemple, il y a une collision entre deux cultures finalement. La culture à l'époque, même si c'est 90, ça commence à décliner de la libération sexuelle, y compris de l'enfant, et la culture de l'abus sexuel. Qui effectivement est beaucoup plus puissant. Le child abuse, c'est un concept américain à l'origine, étayé par des travaux historiques et médicaux, qui effectivement vient se rencontrer. Et à partir de là, effectivement, le dialogue va se nouer et va progressivement faire reculer la culture de la libération sexuelle et faire triompher celle de l'abus sexuel. Merci beaucoup Denis Salas d'être revenu ce matin nous parler de essayer de répondre à cette question. Faut-il distinguer l'œuvre de l'homme? Je renvoie à votre dernier livre, La foule innocente aux éditions d'Esclée de Brouwer. Sur France Culture, il est temps de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous posez une question. Est-ce que ça existe, les guerres de civilisation ? On s'est en tout cas jusqu'à récemment demandé comment on allait en remporter une. C'était une question tout à fait sérieuse il y a encore quelques années. Les années de la fin de l'histoire, après le 11 septembre, quand la guerre des civilisations est brièvement devenue un concept pertinent de la philosophie politique, quand quantité d'intellectuels ont redécouvert le romantisme noir de Spengler, l'auteur maudit du déclin de l'Occident, et qu'on a republié Huntington, l'auteur oublié du choc des civilisations. À mon sens, le choc des civilisations a été certainement appuyé de tout cœur par Osama Ben Laden il y a déjà quelques années, dans les années 90, il a déclaré la guerre sainte, le djihad, contre la civilisation occidentale, le christianisme, et la réponse de George W. Bush aux attentats du 11 septembre n'a fait que faire monter les enchères dans ce choc des civilisations, et on peut bien comprendre que les musulmans considèrent les États-Unis comme leur ennemi. Les historiens et les anthropologues avaient beau avoir largement déconstruit le mythe de la civilisation, il a ainsi suffi de faire tomber 2 tours et de briser l'arête d'un pentagone pour le voir réapparaître quasi
intactes. Soudain, tout était civilisation, nos bonnes manières et nos civilités, comme nos galanteries, nos politesses, nos cathédrales et nos délicats assassinats ciblés, car ce n'était en face qu'invectives, attentats aveugles et lapidations rituelles. C'est justement là que tout s'est joué, faute de consensus sur la grandeur du capitalisme ou l'innocuité de la technoscience. Nous avons considéré que la condition féminine était le marqueur le plus fiable de la supériorité de notre civilisation. Ce n'est pas la passion de l'égalité qui nous a rendus féministes, c'est le désir inavoué d'utiliser le féminisme pour remporter par chaos la guerre de civilisation. C'est pour cela sans doute que les affaires de voile ont pris une importance aussi grande qu'on a considéré souvent le voile comme un attentat à notre pudeur. Cela correspondait parfaitement à l'image que nous aimions nous donner de nous-mêmes. Après les guerres en dentelle, nous serions également parvenus à curialiser le choc des civilisations. Nous en aurions conçu une transcription ludique et enfantine dans les cours de récréation avec des foulards. C'est comme cela que nous pensions gagner la guerre de civilisation et c'est pour cela que le mouvement MeToo nous a autant traumatisés. La guerre de civilisation, telle que nous l'étions représentée, nous n'étions soudain plus en état de la remporter. Ça veut dire qu'on aurait perdu la guerre de civilisation ? En tout cas, la condition féminine en Occident, jusqu'au cœur de la machinerie progressiste hollywoodienne, n'était plus spécialement enviable. La prévalence des crimes sexuels demeurait probablement aussi haute dans nos sociétés avancées que dans les sociétés archaïques ou tribales environnantes. Pour ces victimes, c'est le soulagement. Harvey Weinstein dort enfin en prison. Rose McGowan, l'actrice à l'origine du mouvement MeToo, a elle salué sur Twitter le courage des femmes qui ont témoigné. Pour l'avocate de 2 des accusatrices, plus qu'une victoire, c'est un tournant dans la justice américaine. Le temps où l'on faisait comme si de rien n'était est fini aux États-Unis. Le temps de l'émancipation des femmes est venu et vous ne pourrez plus les intimider parce que les femmes ne garderont pas le silence, elles feront entendre leur voix. Le mythe du progrès a connu avec MeToo une défaite majeure, mais le mouvement MeToo protéiforme se pense encore comme une guerre de civilisation, une guerre totale pour la civilisation. À première vue, face aux chiffres de viols et agressions sexuelles subies par les femmes, on aurait voulu que MeToo se concentre précisément là-dessus, sur les crimes les plus graves, les équivalents occidentaux de la lapidation. Que les murs de nos villes soient recouverts de collages antiféminicides ne choque à peu près personne. On continue cependant d'entendre que les féministes vont trop loin, et on le dit sans doute sans agressivité, avec une certaine bienveillance patriarcale et stratégique. La lutte contre les féminicides, d'accord, mais l'écriture inclusive, quelle drôle d'idée que de diluer ainsi votre cause. Il n'est pas idiot, pourtant, ce concept de dilution. Il dit justement que le combat féministe doit devenir comme l'air qu'on respire. Il dit qu'on doit considérer comme déjà asphyxiante la scène la plus anodine de harcèlement de rue. On voit par là que MeToo est un projet de réforme anthropologique, une guerre totale, une guérilla plutôt, qui va sans cesse chercher, dans la vie quotidienne, dans la vie civile de la civilisation, de nouveaux champs de bataille. Dire que les activistes de MeToo se trompent de cible quand elles attaquent le mansplaining ou le manspreading, c'est de rien comprendre à la nature de l'activisme, c'est ne pas voir l'ampleur du mouvement, l'un des plus vastes mouvements politiques qu'on ait vu, une guerre totale donc. Le concept, relativement récent de culture du viol, est en cela très éclairant. Il établit un continuum entre des actes de degré jusque-là incommensurables et dont la majorité ne trouve même aucune transcription pénale. Personne n'ira jamais en prison pour avoir refusé d'acheter une poupée à son fils, une épée à sa fille. Pourtant, les activistes de MeToo arrivent à faire le lien entre la prévalence du viol et le fait, en apparence bénin, qu'on coupe la parole d'une femme en public. En cela, MeToo est bien une guerre de civilisation, une guerre pour la civilisation, une volonté acharnée de démontrer qu'il existerait bien quelque chose qui lierait tous les humains entre eux, un continuum d'ordre moral entre leurs actes et leurs paroles. Aux mains baladeuses du patriarcat répondent les gestes appliqués des colleuses et leur combat dessine, comme dans un tableau allégorique, une terre promise qu'on appellerait pour la première fois, à juste titre, la civilisation. Merci Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon Delacelle, Clara de Giovanni, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission, Jacques Hubert qui était à la prise de son, Elsa Le Poivre à la lecture des textes. On se retrouve demain pour le Profession Philosophe du vendredi. Demain, ce sera Hélène Frappa qui sera à ce micro. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.